Bonjour et bienvenue à ce webinaire conjoint Accido WatchGuard. Je suis Jérémy Schramm, ingénieur avant-vente chez WatchGuard France et je suis accompagné de Mathieu. J'espère que vous nous entendez bien. Si quelqu'un peut nous faire signe, nous indiquer que vous nous entendez correctement, on nous fait signe en régie. Les joies du direct. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Le but aujourd'hui, c'est de parler de SOC et de Service Manager. Ce sont des acronymes, des sujets dont vous avez probablement entendu parler déjà de votre côté. L'idée, donc, c'est de pouvoir vous présenter l'offre conjointe Accido WatchGuard. Vous avez une fenêtre de questions qui est disponible dans la fenêtre de GoToMeeting. N'hésitez pas à vous en servir. On prendra toutes les questions à la fin de façon à éviter que je me perde dans trop de réponses. Mais n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez et on les prendra à la fin. Mathieu, je te laisse ouvrir le bal. Merci Jérémy. Donc l'idée effectivement de se présenter donc les services managés Accido Service. Donc le programme du webinaire va se découper en quatre parties. Donc vous avez une première partie sur l'état des risques cyber, une présentation générale sur les menaces en cours actuellement. Une deuxième partie sur donc, les services co-managés Accido WatchGuard. Donc, on va présenter en détail les solutions que nous mettons en place. Une troisième partie pour donner quelques exemples concrets du fonctionnement du service co-managé. Et une dernière partie sur laquelle vous allez pouvoir poser vos questions et nous allons tenter d'y répondre le mieux possible. Donc, le risque cyber, c'est un état général de la menace cyber à date. En tout cas, ce sont les données exposées par le CESIN, le Club des experts de la sécurité de l'information et du numérique. Donc, ce sont des chiffres de 2024, bien sûr. Les données 2025 étant incomplètes, on ne peut pas encore se baser dessus. On peut quand même estimer quelques tendances par rapport aux deux trimestres écoulés. Donc le niveau de risque globalement sur 2024, on se rend compte que 47% des entreprises ont constaté au moins une cyberattaque. Donc vous le voyez ici, on parle de 38% d'entreprises qui ont subi de 1 à 3 attaques. Voilà, on a quand même un certain nombre de sociétés, ici 8%, qui ont été touchées par 4 à 9 attaques. Alors, quand on parle d'attaque, on parle forcément d'attaques, on va dire, très, très complexes avec du cryptovirus, etc. Ça peut être une attaque de type phishing, dans lequel l'utilisateur se fait avoir. Donc, ces tendances, bien sûr, sont légèrement en hausse sur 2025. De manière générale, dans le domaine de la cybersécurité, le nombre d'incidents augmente chaque année. Donc, un petit focus sur le type d'attaque qu'on peut rencontrer. Donc, l'attaque principale, comme vous le savez sans doute déjà, c'est malheureusement le phishing ou le spear phishing ou le smishing. Alors, il y a beaucoup de termes en ing. L'utilisateur, l'usager du système d'information reste la cible principale des acteurs malveillants et c'est leur porte d'entrée malheureusement principale. Le deuxième vecteur, c'est plutôt donc l'exploitation d'une faille. Donc, vous voyez régulièrement des notifications de l'ANSSI ou d'autres organisations, certes, sur des vulnérabilités, Exchange pour ne pas les citer, Fortinet, un certain nombre de fournisseurs de logiciels cloud ou de matériel de sécurité. Alors, ce sont bien sûr les cibles privilégiées des acteurs malveillants. Vous avez ensuite donc les tentatives de connexion, les vols de mots de passe et arnaque au président. C'est vraiment les tendances principales. Donc on voit ici, il y a effectivement un volet sécurité qui va être plutôt orienté correction de vulnérabilité, un volet qui va plutôt être sensibilisation utilisateur et un troisième volet qui sera plus la sécurité de manière générale via des équipements de sécurité. Donc les conséquences des attaques cyber, alors 42% des attaques ont conduit à un vol de données. Donc c'est quand même une statistique assez importante et c'est la tendance principale on va dire l'objectif principal des acteurs malveillants à l'heure actuelle. C'est
extraire des données de vos systèmes pour pouvoir ensuite les revendre ou en tout cas essayer de vous extorquer une rançon hein, pour pouvoir récupérer ces données, en tout cas dans le cadre où elles auraient été chiffrées. Vous avez également donc l'usurpation d'identité, beaucoup utilisée, notamment sur les campagnes phishing. On essaye de rebondir de prestataire en fournisseur voilà, pour essayer de récupérer des accès au maximum de systèmes et bien sûr maximiser le profit d'un point de vue acteur malveillant. En termes d'impact, donc en fait l'impact de ces attaques hein, sur les différentes sociétés qui ont été touchées, donc 65% des attaques ont un impact assez fort sur le business, et notamment 23% de perturbation de la production, c'est-à-dire on est obligé de couper des systèmes pour pouvoir les restaurer ou en tout cas s'assurer de leur fiabilité avant de les remettre en fonctionnement. Au-delà de ça, donc effectivement, il y a un risque de perte d'image, hein, un impact médiatique, c'est-à-dire vous avez un certain nombre d'acteurs qui vont communiquer voilà, sur les sociétés qui ont été piratées. Alors, forcément, ça a un impact sur l'image de marque et c'est difficile après de rattraper ça auprès des clients. Vous avez aussi donc des pertes, des problèmes d'indisponibilité, des compromissions d'informations, en tout cas des documents officiels de la société qui seraient extraits et communiqués au grand public, ce qui n'est pas forcément. Alors, s'il n'y a pas forcément de secret, ça peut être également des documents plutôt d'espionnage industriel, enfin des documents clés pour le fonctionnement de la société qui sont sortis du système, au-delà des données utilisateurs. Donc après, d'un point de vue évolution de la menace, donc, comme on l'a dit en introduction, il y a toujours un mouvement d'augmentation hein, sur le type de menace. Pardon. Alors sur le volet particulier des vulnérabilités, donc c'est-à-dire les failles que pourraient utiliser des acteurs malveillants sur des systèmes de sécurité ou des systèmes d'information, vous avez toujours donc plusieurs niveaux de criticité. Hein. Le niveau le plus élevé permet un accès au système avec des droits administrateurs. Le niveau le plus bas permet juste de récupérer des informations sur le système, mais qui peuvent aboutir à des attaques un peu plus complexes. Donc, grosso modo, on voit que voilà, sur les événements élevés et critiques, on a quand même une assez forte accélération. Hein. C'est-à-dire les acteurs malveillants mettent de plus en plus de moyens pour chercher des bugs, pour trouver des portes d'entrée sur les systèmes. Alors, un petit panorama de l'évolution, on va dire, des attaques et donc l'évolution des systèmes de protection associés. On est parti sur un historique assez court. Donc, dans les années 2000, hein, vous aviez principalement des menaces de type virus, vers, chevaux de Troie, on a tous connu, hein, des petits programmes qui se baladaient sur le réseau assez facilement. La seule barrière de protection à ce moment-là, c'était l'antivirus, hein, un moteur de détection basé sur des signatures, c'est-à-dire qu'on identifiait des programmes malveillants avec une signature et en fonction de cette signature, on se protégeait en bloquant le programme, tout simplement. Dans les années 2010, on a commencé à avoir des attaques un peu plus polymorphes. Alors, c'est aussi lié à l'évolution générale de l'accès aux outils informatiques. Donc, il y a eu beaucoup de pirates dire débutants qui s'amusaient un peu dans tous les sens. Donc là, on est passé sur un système de protection qui est plutôt l'EDR. Donc l'EDR, lui, va se baser sur le comportement de l'utilisateur, le comportement des programmes, pour essayer de juger voilà, s'il y a une action malveillante ou pas et la bloquer. Année 2015-2020, on arrive sur des menaces un peu plus complexes, donc des attaques multivecteurs, donc typiquement un phishing qui va arriver d'un côté, un malware qui va arriver de l'autre, une connexion sur un pare-feu, etc. Donc là, il a fallu mettre en place des outils un peu plus complexes, donc ce qu'on appelle un XDR, donc la détection et réponse de façon étendue. Donc on va aller surveiller les différents systèmes, les différentes sources de données, les différentes portes d'entrée du système pour essayer de maximiser la surface de protection. Année 2020-2025, arrivée de l'intelligence artificielle. Là, on ne se contente plus en fait de mettre en place des systèmes automatisés pour protéger hein, les systèmes d'information. On est obligé de rajouter une couche humaine, c'est-à-dire une surveillance 24/7, ce qu'on appelle le MDR, pour surveiller donc ces différents outils de sécurité. Donc, arrivé année 2025, hein, donc topo actuel, donc les attaques sont de plus en plus compliquées, elles sont de plus en plus rapides puisqu'elles sont alimentées par l'intelligence artificielle.
Donc, les outils de protection et les équipes qui surveillent ces outils de protection ont également dû s'adapter aux outils d'intelligence artificielle, en tout cas les utiliser pour accélérer la réponse et en tout cas essayer d'améliorer sa qualité, sa pertinence. Donc, toutes les menaces possibles et imaginables qui pourraient être menées par des acteurs malveillants ont été classifiées par un organisme, le MITRE, dans cette matrice ATT et CK, dont certains la connaissent peut-être. Donc, l'idée, c'est de classifier toutes les actions potentielles d'un acteur malveillant selon les différentes étapes d'une attaque standard. Alors, vous avez une phase de reconnaissance, une phase où le pirate va essayer de rentrer sur les systèmes avec les informations qu'il a pu récolter. Et au fur et à mesure, plus les données sont précises, plus il va réussir potentiellement à trouver des portes ouvertes, ou en tout cas des biais pour rentrer sur les systèmes. Donc l'idée, c'est que voilà, les acteurs malveillants dans cette matrice vont se déplacer de gauche à droite. Les techniques sont utilisées de gauche à droite. L'objectif de la sécurisation des systèmes, donc tous les outils qu'on met en place, ça va être de bloquer cet acteur malveillant le plus tôt possible pour essayer d'éviter qu'il rentre sur des systèmes critiques ou puisse déclencher des actions critiques, type cryptovirus. Alors, à l'inverse, l'équipe SOC, elle, va parcourir cette matrice dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une détection sur une catégorie particulière, on détecte qu'un serveur a une connexion suspecte, on va essayer de remonter les différentes étapes pour essayer de voir par où est rentré le pirate et pour fermer la porte, en tout cas, essayer d'endiguer au maximum, le plus rapidement possible, l'attaque. Donc ici, vous avez quelques petits scénarios d'exemples basés sur les différentes catégories de cette matrice MITRE. Donc je vous laisserai parcourir ces exemples, on va vous communiquer les slides à la suite du webinaire. Vous voyez que pour chaque étape, on a potentiellement donc une action malveillante et derrière donc une méthode de protection ou en tout cas un outil de protection à mettre en place. L'idée, c'est que pour chaque case de cette matrice, il va falloir qu'on aligne un outil ou un processus pour bloquer les acteurs malveillants. Donc, nous en venons à la deuxième partie, donc le service co-managé. Donc, l'idée, c'est de présenter de manière globale l'offre Accido, et notamment l'offre Accido augmentée des outils WatchGuard. Donc, d'abord, un tour rapide du catalogue des services cyber proposés par Accido. Donc, vous avez différentes briques qui vont couvrir différents besoins. Donc, l'idée dans la protection de la sécurité des systèmes d'information, c'est de découper ça en plusieurs phases. Donc, vous avez le proactif, c'est-à-dire se préparer à l'arrivée d'une menace. Et maintenant, voilà, on sait très bien que la question, c'est plus de se poser si on va se faire attaquer, mais plutôt quand et comment on va réagir surtout. Voilà. Donc, il y a tout un aspect rédactionnel, préparation de la gestion de crise. Donc, c'est ce que vous avez ici. Donc, l'étude de risque, les exercices de crise, c'est vraiment se préparer au maximum à la gestion d'une crise. Vous avez un deuxième volet qui est plutôt donc l'audit des systèmes, la sensibilisation des utilisateurs, c'est-à-dire préparer le système d'information à une attaque potentielle. Donc, on va essayer d'identifier toutes les vulnérabilités potentielles du système. On va sensibiliser les utilisateurs avec des campagnes phishing, des formations, des webinaires de formation, pardon. Vous avez un volet veille sécuritaire. On va essayer donc de surveiller ce qui se passe sur Internet et notamment sur le dark web, les réseaux utilisés par les acteurs malveillants, pour essayer d'identifier des attaques potentielles ou des attaques en cours, des fuites de données qui commenceraient à être diffusées sur Internet. Le troisième volet, donc, ça va être la protection, la mise en place des outils. Donc, dans ces outils, vous avez notamment donc, le SIEM, un outil de journalisation. Donc, lui, il est à cheval entre le proactif et l'actif, c'est-à-dire qu'il va nous permettre de détecter éventuellement des anomalies en amont des détections des outils de sécurité. La deuxième partie, c'est le XDR, donc les outils de sécurité qu'on va mettre en place pour protéger l'intégralité du système d'information. En tout cas, on va essayer de maximiser cette couverture. Donc l'équipe Accido est découpée en trois catégories d'intervenants. Donc vous avez la cellule de surveillance, donc sont donc les acteurs du service SOC, le centre opérationnel de sécurité.
Donc voilà, ce sont les humains derrière la console hein, qui vont aller récupérer toutes les alertes qui auront été pré-filtrées, pré-analysées par les outils de sécurité et donc qui vont permettre de pouvoir réaliser notamment des levées de doute. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre d'alertes au niveau des systèmes, il va y avoir des faux positifs, il va y avoir des vrais positifs. Donc il faut pouvoir faire le tri entre les deux, ce que ne peut pas forcément faire l'outil, même avec l'intelligence artificielle. Il y a toujours des spécificités, notamment au niveau des logiciels métiers, par exemple, hein, ou des processus métiers. Vous pouvez très bien avoir un utilisateur qui part à l'étranger au Brésil pour une semaine. C'est pas pour autant que voilà, si quand on détecte la connexion, c'est qu'il y a un problème. Ça peut être un comportement normal. Donc cette équipe de surveillance est vraiment dédiée à la gestion active hein, des menaces et également donc à la gestion proactive par la surveillance des journaux. Le deuxième volet, le volet gouvernance, donc l'idée c'est de vous accompagner hein, complètement sur la gestion cyber. Il y a beaucoup de structures actuellement qui n'ont pas les ressources humaines nécessaires ou éventuellement le budget pour voilà, avoir une personne dédiée à plein temps qui va gérer les sujets cybersécurité. Généralement, le DSI ou même le DAF, hein, qui est responsable de la partie informatique, n'a pas forcément les compétences ni le temps pour gérer ces sujets. Donc l'accompagnement d'Axido, c'est voilà, vraiment un accompagnement stratégique sur tous les sujets cyber, alors que ce soit de l'audit de tiers, hein, de clients, de fournisseurs, la préparation de documentation et également donc la compilation de toutes les métriques de ces outils de sécurité pour vous fournir un tableau de bord clair et précis qui vous permette derrière de prendre des décisions hein, sur l'orientation à prendre au niveau des outils de sécurité et des processus de sécurité. Le troisième volet, donc c'est l'équipe de remédiation. Donc là, c'est purement l'équipe technique. Hein, donc c'est l'équipe qui va permettre d'intervenir pour réaliser des remédiations. Donc là, on parle de post-incident, hein, post-mortem. On a identifié une attaque, on a identifié des remédiations pour colmater la brèche. On va envoyer donc des experts pour mettre en place le paramétrage et les outils. Donc cet accompagnement Axido va venir s'adosser à une expertise externe qui est l'expertise de WatchGuard, notamment sur ces outils de sécurité sur la partie XDR. Alors, côté Axido, hein, on a donc un premier niveau d'accompagnement qui est un SOC 8.5. Nos équipes travaillent sur les horaires ouvrés, hein, sur les différentes problématiques qu'on a évoquées. Donc, à la fois la surveillance des consoles, l'accompagnement sur la gouvernance et l'accompagnement sur les remédiations. À côté de ça, vous avez une brique WatchGuard qui, elle, va être disponible 24/7. Ils ont une équipe voilà, qui se relaie hein, tout le tour de l'horloge, hein, comme le font les équipes d'acteurs malveillants, en l'occurrence. Donc, ils sont là pour répondre, pour traiter les alertes qui remontent dans ces outils et essayer de bloquer le plus tôt possible une attaque. Jérémy, peut-être que tu voulais intervenir sur cette partie-là. Comme le disait Mathieu, l'activité d'Axido est centrée sur très fortement la notion de proximité, de compétences locales. Ils vont s'appuyer sur nos outils, donc typiquement Firewall, EDR, XDR, NDR et tout un tas de produits en DR. Donc, ils travaillent activement sur les produits et nous sur les aspects heures non ouvrées. Donc, puisqu'on va travailler 24/7, on va pouvoir identifier de nouvelles formes de menaces, leur remonter les alertes, procéder à l'extinction de l'incendie, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, on va pouvoir isoler des périphériques, bloquer des IP dans des services, dans des firewalls, bloquer des comptes utilisateurs dans Office 365, etc. Le temps que le soleil se lève en France et que les équipes d'Axido puissent prendre le relais et assurer tous les services dont Mathieu parlait précédemment, donc l'accompagnement, colmater les brèches, éventuellement nettoyer ce qui pourrait avoir besoin d'être nettoyé, etc. Donc tout ça va être fondé, sur les produits et deux, sur cet accompagnement dans le service et notamment dans le suivi du soleil. Vidéo, animation, pardon. Donc l'idée c'est que les produits sont un élément fondamental, c'est le socle, c'est ce qui va permettre et à l'équipe Axido et à l'équipe WatchGuard de travailler. Donc ces produits vont venir protéger
amener un premier niveau de sécurité parfaitement automatisé. Un EDR bloque ce qu'il est capable de détecter et de circonvenir. Le firewall va amener la protection réseau. Le NDR et la protection SaaS vont amener la protection dans des écosystèmes un petit peu différents, donc typiquement le cloud et le réseau local. Donc ces éléments-là vont travailler unitairement de façon automatisée et vont être regroupés donc dans le XDR, Extended Detection and Response, dont Mathieu parlait en préambule. Donc c'est un système dans lequel on va avoir la possibilité de regrouper les systèmes de sécurité pour qu'ils travaillent ensemble, nativement, rajouter de l'intelligence. Et ensuite, et les services d'Axido et les services de WatchGuard vont pouvoir venir rajouter une forme de profondeur là-dedans. Donc, les équipes d'Axido vont pouvoir amener tous ces aspects anticipation de menaces par l'audit, par le conseil, la remédiation instantanée, les notions de proximité, et à travers les échanges avec WatchGuard, avoir des analyses plus en profondeur, essayer d'anticiper de nouvelles formes d'attaque. Le but de ce SOC 24/7, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle du threat hunting, donc de la recherche active de menaces, chercher à bloquer toutes les attaques qu'on ne connaît pas encore sous de nouvelles formes, basées sur de l'IA ou pas, peu importe. Et ensuite, Axido va pouvoir avoir toutes les actions de fond dont Mathieu parlait précédemment. Donc tout ce qui est le conseil, l'anticipation, la préparation aux incidents, la préparation à la remédiation, la formation utilisateur et l'information avec ces équipes IT fortement présentes. L'aspect stratégique de tout ça va passer par des échanges notamment entre les clients et Axido faisant l'interface avec WatchGuard, de façon à pouvoir déterminer et des actions préventives, formation utilisateur, modification d'infrastructures, donc durcissement des infrastructures, mais également pouvoir déterminer le type d'actions qui pourront être prises, qui pourront être accomplies en plein milieu de la nuit, en plein milieu du week-end, la nuit du Nouvel An, on ne vous le souhaite pas, et pouvoir déterminer le niveau d'agressivité, si je puis dire, de ces différents services et produits, et services dans le traitement des menaces lorsqu'ils surviennent. Un mot là-dessus. Merci, Jérémy. Donc, en termes de couverture des outils WatchGuard par rapport à cette matrice MITRE qu'on vous a présenté précédent, je rappelle le principe. L'idée, c'est de maximiser la couverture des outils de sécurité, donc de maximiser le nombre de cases qu'on va aller cocher dans cette matrice. Et bien sûr, donc les outils de sécurité qu'on met en place ne vont pas suffire à assurer l'intégrité de la protection, la partie humaine, c'est-à-dire le SOC et l'intelligence artificielle qui vont permettre d'amener un niveau d'analyse plus profond à ce SOC rentre en considération. Donc, au niveau des outils WatchGuard, vous pouvez voir qu'on coche quand même un certain nombre de cases. Jérémy, je te laisse compléter. L'idée, comme le décrivait Mathieu au départ, le MITRE attaque, donc cette chronologie de l'attaque, c'est le champ d'action de l'attaquant. L'attaquant avance donc de la gauche vers la droite de ce graphe en exploitant toutes ces cases, ces TTP, techniques, tactiques et procédures. Et pour ça, l'attaquant va avoir de multiples outils, de multiples opportunités. Donc la première étape de la cyberdéfense va consister à mettre en face, c'est ce qu'il y avait dans l'un des graphes précédents, mettre en place d'abord des outils pour pouvoir empêcher le plus possible l'attaquant d'évoluer et d'avancer vers la droite. Et donc les produits de cybersécurité vont avoir une importance forte. Donc on va devoir en mettre le plus possible. Tous les produits ne peuvent pas, aucun produit ne peut couvrir tout le scope. Chaque produit a des spécificités, des domaines d'action de prédilection. Et donc on cumule les produits pour prendre en charge le plus possible de ces TTP. Alors ici, vous avez un code couleur qui est mon œuvre. On voit bien que je ne suis pas un artiste, un pro du graphisme, mais l'idée générale là-dedans, c'est de se rendre compte que par ce code couleur, on va avoir des empilages de produits. Typiquement, quand vous avez du rouge, vous avez un produit qui prend en charge l'action du pirate. Quand vous avez du orange, vous avez 2 produits. Quand vous avez du vert clair, vous avez 3 produits qui prennent en charge. Quand vous avez du vert foncé, vous avez 4 produits. Donc à chaque fois, on multiplie les opportunités, les capacités de s'opposer à une action de l'attaquant avec de multiples méthodes. Quand il y a plusieurs produits qui sont capables de prendre en charge l'action du pirate, les produits ne se gênent pas entre eux. Ils ont vraiment des approches spécifiques.
Et on voit bien qu'il y a des zones qui ne sont pas couvertes, qui ne peuvent pas être couvertes par des produits, et c'est là que l'aspect humain intervienne. Les produits ne peuvent pas tout faire, donc les notions de pilotage, les notions d'accompagnement, les notions d'anticipation, de formation utilisateur sont fondamentales pour se protéger et se prémunir par l'action humaine, par l'action utilisateur contre un certain nombre d'attaques. Et puis, tous les aspects de pilotage de fond, de gestion de la menace le plus tôt possible, et notamment les services de SOC, tous les services de pilotage qu'on vous présente aujourd'hui, vont aussi amener une projection complètement différente de ce que peut apporter un produit pour pouvoir avoir une densité, une capacité d'anticipation et d'anticipation dans certains cas, de réaction dans d'autres, et pouvoir contrer la menace le plus tôt possible. Merci Jérémy. Donc concrètement, quelques détails hein, sur le fonctionnement du SOC. Donc sur un processus de gestion de crise, donc vous avez toujours une détection initiale lancée généralement par les outils, par la partie automatique, avec une action de réponse selon le niveau de criticité du problème. Donc ça peut être un verrouillage de poste, un blocage de compte utilisateur. Voilà, vous pouvez déclencher un certain nombre d'actions automatiques. Mais comme on l'a dit effectivement dans la section précédente, il est très important d'avoir une couche humaine derrière ces outils pour pouvoir jauger du niveau de réponse apporté par ces outils, effectuer des réglages et éventuellement escalader un incident qui aurait été considéré clos par le système, mais qui n'est pas forcément de manière effective. Juste pour prendre un rapide exemple, on a bloqué un malware sur un poste, on a évité un cryptovirus. On va quand même se poser la question de savoir par où est arrivé ce malware et comment est-ce qu'on peut empêcher que ce type de situation n'arrive pas dans le futur. Donc ça va être tout le travail de l'équipe d'analyse. Alors, l'équipe OAG va pouvoir répondre à un instant T à une alerte. L'équipe Axido va pouvoir derrière aller creuser un petit peu plus loin et donc mener du threat hunting. Donc, une fois qu'une alerte réelle est remontée par le SOC, que ce soit le SOC WatchGuard, l'incident est escaladé. On a deux moyens d'escalade. Donc, le premier, c'est bien sûr l'équipe Axido, l'équipe cyber qui va prendre en charge l'incident pour vous. On peut également vous escalader l'alerte pour que vous puissiez mener des actions de votre côté. Alors, typiquement, voilà, si c'est, on se met d'accord bien sûr sur les horaires sur lesquels on va pouvoir déclencher des interventions, mais quand vous avez un incident majeur qui touche plusieurs postes de travail, généralement, l'action la plus propre pour essayer d'endiguer cette attaque, c'est de couper le lien entre ces différents équipements, donc notamment l'équipement pare-feu. Donc ça, c'est une action qui peut potentiellement être menée à distance par Axido si elle est en charge de l'infogérance. Si elle n'est pas en charge de l'infogérance, c'est plutôt à l'infogéreur ou au client d'aller effectuer l'action physique. Au-delà de ça, donc l'équipe Axido va mener une investigation et va pouvoir donc se coordonner avec les différentes autorités. Donc c'est le rôle ici de gouvernance qui prend le pas, c'est-à-dire qu'on va mener avec vous les démarches pour déclarer l'incident auprès de la gendarmerie, pour effectuer la déclaration auprès de la CNIL s'il y a des fuites de données, voilà, ce genre d'action. Une fois que cette investigation a été menée, on va bien sûr mettre en place un schéma de résolution, c'est-à-dire comment revenir à un réseau, un cœur de confiance, à un système dans lequel on est sûr qu'il n'y ait plus de menaces sous-jacentes. Et on va pouvoir derrière mettre des recommandations pour améliorer la sécurité, mettre en place des processus ou des paramétrages pour renforcer cette sécurité. Donc la mise en place du service SOC conjoint Axido ou WatchGuard est relativement simple. Donc il y a bien sûr une mise en place contractuelle, définir le nombre de licences, le niveau de ces licences, le nombre d'outils qu'on va mettre en place. Un premier paramétrage de la console, voilà, pour vraiment être au niveau best practice. L'activation du SOC, en l'occurrence du MDR. Donc, on définit les contacts à appeler en cas de crise, quels sont les horaires, quel est le niveau d'escalade qu'on souhaite mettre en place. Une fois que cette partie contractuelle et que la partie paramétrage est prête, on va commencer à déployer les agents sur les postes. Alors, il y a deux possibilités ici. Soit vous avez déjà un EDR et vous basculez sur un EDR WatchGuard. Donc, dans ce cas-là, il faut prévoir une prestation de remplacement de l'agent. Si vous avez déjà un agent WatchGuard, c'est tant mieux. Il y a juste une case à cocher pour activer la gestion du SOC.
Ensuite, donc, au niveau de ces outils, alors, il y a une fonctionnalité qui est très importante qui permet d'endiguer on va dire 99% des attaques de type logiciel, en tout cas, c'est la validation d'application. Donc, de manière générale, à l'heure actuelle, sur les systèmes d'information, on laisse à l'utilisateur la possibilité d'exécuter n'importe quel programme, y compris des malwares. Donc, si l'EDR, l'antivirus, tous les outils de sécurité ne détectent pas que le programme en question est malveillant, eh ben, c'est tant pis pour nous. L'idée ici, c'est d'inventorier donc toutes les applications utilisées par les utilisateurs. Donc, ce sont les outils WatchGuard qui vont réaliser cette évaluation. Et donc, dans la console, on va pouvoir explicitement indiquer quels sont les programmes qui sont autorisés à être exécutés. Et tout programme inconnu va être en premier lieu verrouillé, bloqué, et par un système d'apprentissage éventuellement débloqué par la suite, soit par l'administrateur, soit par l'intelligence artificielle. Donc, c'est ce qu'on appelle le mode lock. Il est quand même très important de mettre cette fonction en place si vous voulez que le système soit correctement protégé. Alors, un petit focus sur l'intelligence artificielle. Je vais laisser la parole à Jérémy. Merci Mathieu. L'IA est un sujet important puisque ici on parle d'humain alors que tout le monde parle d'IA. On met de l'IA dans les téléphones, on met de l'IA dans tout, on commence à en mettre dans la médecine. Il faut comprendre que l'IA n'est pas magique. Donc l'IA ne remplacera pas l'humain dans ses processus avancés de SOC. Alors l'IA pourrait vous accompagner dans une certaine forme de pilotage, mais pas dans tout, puisqu'il y a une forme d'adaptabilité qui est le propre de l'humain. L'IA ne vous fera pas le support et l'IA ne fera pas le threat hunting. Le processus de threat hunting, c'est un processus créatif dans lequel de gentils pirates, si je puis dire, des white hats, les threat hunters vont s'occuper d'inventer, de rêver les futures attaques à partir d'un événement spécifique ou d'un petit nombre d'événements qui auraient l'air anodins et en tout cas qui à l'instant T ne sont pas connus pour être une menace. Mais pourtant, l'IA va être très importante dans l'ensemble de ces services parce que l'IA est un accélérateur. Alors, on a pris ici l'exemple de l'un des modèles d'IA qui est utilisé dans l'écosystème WatchGuard et qui est utilisé pour traiter des attaques réseau, strictement réseau, typiquement à l'intérieur d'une infrastructure. Et en fait, l'IA va utiliser un ensemble de fonctions et de mécaniques, notamment à travers les réseaux neuronaux, qui vont servir à l'apprentissage, à l'évaluation et à l'auto-correction d'un certain nombre d'approches. Cette IA, en fait, va servir à réduire le flux de données à traiter. Il faut comprendre qu'un EDR va apporter à peu près 1 million d'événements jour. Multipliez ça par le nombre d'ordinateurs et par le nombre de clients, et ça devient parfaitement ingérable par l'humain. Eh bien ici, l'IA va permettre de faire le tri entre de la donnée dont on sait elle concerne déjà une malveillance qui est déjà traitée, c'est un premier filtre. Les éléments sont déjà identifiés, déjà connus et déjà bloqués. Ensuite, l'IA va pouvoir mettre de côté des données dont on sait pertinemment, de façon avérée, qu'elles concernent forcément un trafic légitime. Et ce tri va permettre de réduire largement le scope des éléments que l'humain va devoir traiter, de ce que l'artiste va pouvoir être en capacité de traiter. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, d'un point de vue réseau, si on imagine 5000 machines pendant une semaine qui génèrent du trafic réseau, normal et anormal, ça va représenter à peu près 40 millions de flux. Et l'IA, à travers différents algorithmes d'apprentissage et les différentes mécaniques de tri, vont pouvoir réduire ça à un peu plus d'1 million d'événements regroupés, consolidés. Ces événements vont être regroupés en comportements, déviants ou non. C'est pas encore à ce moment-là qu'on aura une détection de menace, puisque le comportement en soi n'est pas nécessairement un indicateur de malveillance. Et le traitement de ces 350, 360 comportements différents va pouvoir être réduit à, en moyenne, 5 alertes par jour. Donc, une alerte, c'est pas nécessairement une attaque, c'est pas quelque chose qui est nécessairement dangereux, c'est quelque chose qui va nécessiter une investigation par l'humain, où là, on va avoir ce très très haut niveau d'expertise, de créativité dans lequel le threat hunter, le pilote dans l'avion, tant côté Accido que côté WatchGuard, vont pouvoir se pencher sur un élément et déterminer si contextuellement il est réellement malveillant ou pas. Et ça, c'est ce qui va permettre de pouvoir venir détecter des attaques
qui n'existent pas encore, alors qui existent, mais qui ne sont pas encore connus et pour lesquels, typiquement, un système de sécurité autonome, la partie gauche du graphe de tout à l'heure, ne serait pas capable d'agir et de déclencher des alertes et de remédier. Merci Jérémy pour ces explications. Donc pour conclure cette présentation, juste un rappel donc des valeurs ajoutées du service co-managé. Donc vous bénéficiez d'une protection complète avec si vous activez l'intégralité des licences, une couverture à la fois des postes de travail, des serveurs, du réseau et de l'environnement de cloud. C'est important de maximiser la surface de protection pour essayer de couvrir vraiment toutes les attaques potentielles. Vous bénéficiez également d'un temps de réponse rapide. Vous avez donc une analyse en temps réel par les outils avec l'intelligence artificielle et derrière, vous avez une vraie équipe SOC en 24/7. La stratégie de gouvernance, donc c'est bien de mettre en place ces outils de sécurité, mais le SOC ne va pas pouvoir réaliser pour vous de la gouvernance. Pour ça, c'est la mission d'Axido, vous accompagner sur la partie documentaire et sur voilà, le pilotage de ces outils de sécurité. Vous avez donc une vision proactive avec le reporting qui est réalisé dans le cadre de ce SOC. Donc l'idée, c'est d'essayer d'anticiper les menaces et de mettre en place le maximum de recommandations qui seraient émises par l'équipe de sécurité pour indiquer les risques. Dernière valeur ajoutée, donc l'expertise et le suivi sur mesure. Dans la mesure où Axido réalise l'infogérance de votre système, par exemple, une connaissance du dossier, une connaissance des applications, des processus, des personnes, qui permettent d'améliorer encore l'efficacité de cette solution de protection. Donc en termes de bénéfices, effectivement, vous avez une amélioration de la résilience face aux attaques, vous avez des outils plus complexes, plus adaptés, un gain de visibilité sur les risques et les incidents, ça c'est la partie gouvernance, une prise en charge des exigences de conformité, donc on vous aide à répondre à des formulaires, des questionnaires, notamment si vous êtes soumis à des réglementations type NIS2, DORA. Un renforcement de la posture cybersécurité grâce à ce pilotage stratégique. Vous êtes décisionnaire, on vous prépare un dashboard qui vous permet de prendre les bonnes décisions. Donc en conclusion, cet accompagnement Axido avec l'accompagnement WatchGuard permet donc d'avoir une approche holistique, une approche complète de la gestion de la sécurité de votre système d'information. Donc voilà pour cette présentation. Donc, on vous propose une dernière phase de questions-réponses. Vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez d'un point de vue technique, commercial. Alors, il y a déjà une question qui a été posée. Christophe a fait une première réponse. Donc, on nous dit, tant que le soleil n'est pas levé, nous n'avons pas de support humain disponible, point d'interrogation. Eh bien, ça va dépendre de ce qu'on appelle support. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, vous avez à un moment ou à un autre, soit l'équipe de WatchGuard, soit l'équipe de WatchGuard et l'équipe d'Axido qui sont sur le pont, même si ce n'est pas forcément visible, à travailler sur vos produits de façon à assurer ces détections anticipées, apporter des réactions, apporter des réponses à incidents le plus tôt possible. Donc, d'un point de vue, si on entend par support, on entend support niveau 1, donc accompagnement de premier niveau. Non, effectivement, en heure non ouvrée, vous n'avez pas un intervenant technique de premier niveau qui pourrait vous accompagner sur des questions triviales, mais qui factuellement pourraient attendre les heures de bureau. Les gens qui sont là la nuit, vous avez la capacité d'interagir avec eux, mais il faut comprendre que ce sont des cyberspécialistes, donc ils ne vous dépanneront pas sur des problématiques de support classique, donc typiquement, je ne sais pas moi, une panne d'imprimante. En revanche, c'est eux qui, dans un temps de détection et de réponse excessivement court, on parle communément de MTTD et MTTR, vont pouvoir détecter les événements de cybersécurité et les remédier avant même que vous n'ayez à les solliciter. Ce délai moyen de détection et de réponse chez WatchGuard, il est de 6 minutes. D'accord ? Donc, il nous faut 6 minutes pour identifier, en moyenne, pour identifier une forme d'attaque qui n'existait pas jusqu'alors, qui n'était pas connue jusqu'alors, et pour la contrer en empêchant le pirate de continuer son événement. Donc, si vous vous rappelez le Mitre Attack qu'on a vu tout à l'heure avec Mathieu,
eh bien, on parle des toutes premières colonnes, typiquement les 3 premières colonnes du Mitre. C'est là que le SOC, les services managés vont tenter d'agir pour empêcher la concrétisation de l'intrusion de l'attaquant. Ce qu'on veut, c'est le voir arriver. Si on fait un parallèle vulgaire avec un cambriolage, on veut voir le pirate s'approcher de la maison et lorsqu'il va essayer de forcer une fenêtre, l'empêcher de rentrer par cette fenêtre. D'accord? Donc, il y aura effectivement des gens que vous pourrez joindre, pas d'un point de vue support niveau 1, et idéalement, ce sont ces gens-là qui vont déclencher l'alerte chez Accido, les informer que quelque chose a été bloqué à 4 heures du matin ou le week-end, etc. Donner des éléments détaillés pour que et les services avancés d'Accido puissent creuser, se projeter dans peut-être une évolution de l'infrastructure de la victime pour contrer ça sur le long terme, mais également qu'ils aient des instructions pour que l'équipe IT, l'équipe de proximité, puisse corriger le défaut qui a été utilisé. Donc typiquement, un défaut de mise à jour, comme ça avait été évoqué au démarrage. En fonction de la taille de votre infrastructure, si vous avez une équipe IT en interne, il pourrait également être décidé dans les aspects de pilotage, je ne sais plus comment tu avais appelé ça, Mathieu, c'est dans l'une de ces slides, dans les aspects contractuels, eh bien, il pourra être décidé que la nuit, on vous appelle vous. Si vous le souhaitez, oui, c'est parfaitement gérable. Mais à ce moment-là, on appelle une équipe IT plus qu'un directeur financier. Mathieu, pardon. Voilà, juste pour exposer effectivement un cas concret d'alerte qui nous a été remonté, c'était en décembre dernier. Le client a reçu une alerte au niveau de ses outils de sécurité. Il n'y avait pas encore de SOC 24/7, mais on a reçu l'alerte en soirée sur les coups de 22h30. Les équipes Accido se sont mobilisées immédiatement pour mettre en place les mesures de contention, notamment éteindre le pare-feu à distance pour éviter la propagation d'une attaque et des connexions distantes que faisait l'acteur malveillant. Et le lendemain matin, à 7 heures du mat, on avait quelqu'un devant la porte prêt à intervenir sur les serveurs. Donc, quand on met une limitation horaire, c'est plus du contractuel, mais il faut savoir que les équipes Accido sont quand même à l'écoute de manière assez prolongée dans la journée. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne sais pas si vous avez la possibilité d'activer le micro ou pas. Quelle est la vision de WatchGuard sur le Zero Trust Network? C'est une très bonne question. L'approche Zero Trust de façon générale consiste donc à faire en sorte que quelque chose ne soit pas autorisé par défaut. D'accord? Vous branchez une machine, elle a directement accès à Internet, c'est pas Zero Trust. Le Zero Trust, c'est de mon point de vue en tout cas, Mathieu aura peut-être une approche différente, c'est pas un produit, c'est une démarche. C'est une démarche dans laquelle beaucoup de choses peuvent intervenir. Le MFA fait partie de cette approche Zero Trust, qu'elle soit Zero Trust Network Access ou autre chose. Donc c'est conditionner qui peut accéder à une machine et pour quel type d'usage et à quel moment. Le Zero Trust, c'est aussi la capacité de conditionner les accès VPN. Qui, quelle machine, à quelles conditions peut accéder à l'infrastructure, se connecter au VPN, etc. On pourra le faire dans l'écosystème WatchGuard. Aujourd'hui, c'est déjà existant sur les solutions Wi-Fi. On peut conditionner l'accès à un SSID de production de façon à contrôler qui va se connecter. WatchGuard ne fabriquant pas de switch, la partie connectivité réseau local n'est aujourd'hui pas évidente à contrôler. Alors, il y a des éléments dans la roadmap qui doivent nous conduire à contrôler l'accès à travers le firewall. À travers le NDR, on peut surveiller, monitorer et agir automatiquement sur des usages malveillants. D'accord? Et puis, dans cette politique Zero Trust, il y a également des notions de centralisation de politique. Alors là, on va se projeter un peu plus loin que le Zero Trust Network Access et parler de CASB. Le CASB, c'est l'une des composantes usuelles du SASI dans lesquelles on viendra centraliser des politiques de façon à ce que, au lieu d'avoir à créer une politique de firewall pour autoriser un accès et puis une politique dans le MFA pour des aspects identitaires, dans des aspects ITDR, etc., et ben, qu'on puisse avoir à terme une interface de gestion de politique. Donc, le CASB, on est en train, il y a une bêta là, qui vient de démarrer, qui tend à vouloir changer la structure des politiques identitaires de façon à pouvoir créer un socle de départ dans lequel à terme le firewall pourra venir, etc. Ça, c'est de la roadmap 2026-2028.
D'autres questions? Peut-être que vous pouvez essayer d'activer le micro. Je ne sais pas si c'est réalisable. Ah oui, il y a le chat, pardon. On veut vous voir plutôt que les slides. Alors, on peut le faire. Ah, c'est Christophe. Ah, forcément que Christophe fasse une bêtise. On peut remettre la caméra. Ah, nous revoilà. D'autres questions, plus que le commentaire de Christophe? Alors, le temps que vous tapiez, si besoin, sachez que ce webinaire a été enregistré. Le replay vous sera diffusé par les équipes d'Axido, après peut-être quelques retouches éventuellement. Les slides seront disponibles. Donc n'hésitez pas à retourner voir les aspects vulnérabilité et le mitre, et notamment ce terrain de jeu, hein, droite-gauche, entre l'attaquant et le défenseur. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, un point important, ce partenariat Axido-WatchGuard ne sort pas de nulle part. Axido et WatchGuard sont partenaires depuis près de 20 ans. Il faudrait qu'on regarde quand est l'anniversaire, puisque quitte à ce que Christophe dise des bêtises, eh bien, on pourra peut-être en profiter pour fêter ça. Et puis, accessoirement, Axido a fait l'acquisition d'une entreprise récemment, et c'est pas anodin puisque cette entreprise qui s'appelle Apogée, alors pas de lien avec Apogea, en tout cas pas encore, ça va se faire par le jeu des fusions, mais il n'y a pas de lien direct entre Apogée et Apogea, malgré le nom. Apogée est également un partenaire historique WatchGuard et ils ont également la spécificité d'avoir l'un des formateurs officiels WatchGuard en France, donc une très grosse expertise au sein de l'écosystème Axido, historique et récent. Pas d'autres questions? Si d'autres questions vous reviennent, n'hésitez pas à contacter votre contact Axido, quel qu'il soit, ou l'équipe WatchGuard France à l'adresse france@watchguard.com. Mathieu, une adresse générale pour Axido peut-être? Votre contact commercial habituel. Votre contact Axido habituel. Axido ou Apogea, n'hésitez pas. Merci de nous avoir suivis, on est dans les temps. Merci Jérémy. Merci Mathieu. Précision. Et merci à vous d'avoir suivi. À bientôt, bonne journée.